Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace interculturel. Collection dirigée par Fabienne Rio et Emmanuel Jovelin. La collection Espace interculturel publie régulièrement, depuis sa création en 1989, des ouvrages consacrés à des questions de la théorie et de la pratique de l'interculturel. La collection veut se faire l'écho des nouvelles recherches ouvertes dans les différentes sciences sociales sur des terrains aussi variés que ceux de l'éducation, du développement de l'enfant, des relations interethniques et interculturelles et des contacts de langue. Déjà paru. Anne-Marie Ricaldicoquelin, Visage d'exclusion dans la société malgache contemporaine, 2010. Aline Gohar-Radenkovic, Liliane Rachedi Dir, Récit de vie, récit de langue et mobilité 2009. Mohamed Bousnane, Abdoul-Ba, Fatima Skanari Dir, Le vieillissement dans l'immigration. L'oubli d'une génération silencieuse 2009. Anne-Françoise Dequire accent aigu, La sélection des professeurs des écoles. Regard sociologique sur une pratique 2008. Régis Pierret, Les filles et fils de Harki. Entre double rejet et triple appartenance, 2008. AGOHARDRADENKOVIC et Agi Akari sous la Dire. Coopération internationale. Entre accommodement interculturel et utopie du changement, 2008. Sepergo Pédazen Y. LEANZA et Agorga, sous la Dire de L'interculturation des savoirs. Entre pratique et théorie, 2008. Olivier Meunier, De la démocratisation de la société à celle des formes de connaissance, 2008. Edi Saïdi, Mémoire de l'immigration et histoire coloniale, 2007. Saed Paivandi, Religion et éducation en Iran, 2006. N. Muller Mirza, Psychologie culturelle d'une formation d'adulte, 2005. Remerciements. Nous arrivons au bout d'une longue route pavée de questionnements, de discussions et de doutes. Ce long processus n'aurait pu voir le jour sans le soutien de plusieurs personnes et institutions. Nous tenons ici à remercier chaleureusement pour leur soutien indéfectible. Joaquin Cello de l'Université McGill Canada, Reynaldo Fleury de l'Université fédérale de Santa Catarina, Brésil, Lucie Sauvé de l'Université du Québec à Montréal, Canada, Isabelle Carignan de l'Université de Sherbrooke, Canada, Wes Thésée pour ses judicieux conseils prodigués au fil des ans, le Centre d'études ethniques des écoles montréalaises, CETUM et son pôle discrimination et insertion, le département d'éducation et formation spécialisée de L'Université du Québec à Montréal, Canada, ainsi que le département d'éducation et pédagogie de l'Université du Québec à Montréal, Canada. Nous tenons également à remercier l'Association internationale de la recherche interculturelle, ARIC. Enfin, un merci tout spécial à Annabelle Caron et à Geneviève Messier. Préface. La diversité culturelle, linguistique et religieuse est la règle plutôt que l'exception dans la plupart des pays du monde. Qui dit différence culturelle, linguistique ou religieuse évoque la question de l'appréciation ou du rejet de la diversité des visions du monde, telles que véhiculées par les valeurs et les croyances. Ce volume porte sur l'interculturel, un terme qui, à une certaine époque en France, au Canada comme aux États-Unis, renvoyait à la problématique de la présence des immigrants dont les cultures d'origine posaient des difficultés aux individus et aux institutions des sociétés d'accueil majoritaires. L'interculturel évoquait la nature et la dynamique des rapports entre les individus et les groupes porteurs de cultures différentes en situation de contact désiré, accidentel ou non désiré. La plupart du temps, l'occasion de ces contacts interculturels était la conséquence de l'immigration ou de l'émigration, et ce, surtout dans les Amériques, en Europe et en Afrique. Ainsi, les schèmes d'analyse savants de l'interculturel ont focalisé sur les problèmes des immigrés à s'intégrer culturellement, linguistiquement et socialement dans les pays d'accueil. Les problèmes d'adaptation des immigrants étaient considérés comme étant de leur propre ressort, et c'était à eux qu'incombait la responsabilité de l'échec ou du succès de leur intégration à la société d'accueil. Cette optique partait du principe que le processus dans lequel l'immigrant était absorbé dans la société d'accueil était à sens unique.
Un principe sous-jacent à l'approche de l'interculturel contemporain énonce que les relations de pouvoir, de statut et de richesse entre la majorité d'accueil et les groupes d'immigrants sont généralement à l'avantage des classes moyennes et aisées de la majorité d'accueil. Souvent, cette réalité existe indépendamment des politiques d'intégration des pays d'établissement, qu'elles soient pluralistes, civiques, assimilationnistes, républicaines ou ethnistes. En tant que groupe numériquement minoritaire, les immigrants n'ont pas le même statut ni le même degré de contrôle institutionnel que la majorité d'accueil dominante dans l'éducation, les médias, les services sociaux, la santé, le commerce, l'industrie et dans l'administration publique. Par conséquent, ce sont souvent les immigrants de première génération qui sentent l'obligation de faire le plus d'efforts pour s'intégrer à la culture dominante de la majorité d'accueil. Par contre, pour les immigrants de deuxième et de troisième génération qui ont déjà acquis l'ensemble des codes culturels de la majorité dominante à l'école comme au travail, l'exigence de l'adaptation est souvent perçue comme une manifestation des pratiques discriminatoires et ségrégationnistes des membres de la majorité dominante. Toutefois, dans l'histoire de la colonisation, il s'avère que des immigrants européens jouissant d'une supériorité technologique, militaire et même démographique ont souvent réussi à assujettir les membres des sociétés d'accueil de la planète. Le parti pris de ce volume bouscule les anciennes prémices du domaine de l'interculturel. Par exemple, les chapitres portant sur l'immigration rendent mieux compte de l'impact que peut avoir la présence des minorités immigrantes sur les majorités d'accueil. Comme le notaient Sayegh et Lasry en 1993, il est difficile d'imaginer une société d'accueil qui ne subisse pas de changement une fois que les immigrants sont devenus des membres à part entière des réseaux sociaux et institutionnels de cette société. D'une part, les majorités d'accueil, volontairement ou non, en viennent à modifier leur culture et pratiques institutionnelles afin de mieux s'adapter à la présence des immigrants. D'autre part, il s'avère que l'intégration réussie des minorités issues de l'immigration soit largement tributaire de l'accueil favorable ou du rejet évident ou subtil de la majorité d'accueil dominante. Chacun à sa manière, les 12 chapitres de ce volume font état des rapports de force manifestes ou cachés qui se développent en situation de contact interculturel entre les dominants et les dominés, les valorisés et les dévalorisés, les riches et les pauvres, les minoritaires et les majoritaires, ainsi que les endogènes et les exogènes. Les disciplines, les approches épistémologiques et les niveaux d'analyse diffèrent d'un chapitre à l'autre, mais dans l'ensemble, ils se complètent et se renforcent mutuellement. La diversité des thèmes et des approches de chacun des chapitres impose un certain effort aux lecteurs qui en bout de piste sont largement récompensés par la richesse des contributions analytiques et conceptuelles du volume. Richard Y. Bourris, professeur titulaire. Département de psychologie. Université du Québec à Montréal, Canada. Directeur du Centre d'études ethniques des universités montréalaises. CEETUM, Université de Montréal de 2006 à 2009. Introduction. Gina Thésée, Nicole Carignan et Paul Ercard. Conserver la saveur du divers. Demande lumière tissée dans l'ombre. Partage et distance. De la mise à portée et du maintien inexplorable. Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, 1997, page 287. Malgré les avancées et les espoirs pour un monde meilleur, l'actualité quotidienne n'en finit plus de nous ramener à la dure réalité de nombreux défis à relever. Chaque jour, nous sommes témoins du choc des civilisations, d'ethnocentrisme, d'actes d'intolérance, de violence, de racisme, de xénophobie, d'exclusion, de rejet, de rapports de pouvoir inégalitaires, d'injustice, de discrimination et d'abus de toutes sortes. Nous sommes témoins de guerres, de nettoyage ethnique, de repli identitaire, d'iniquités socio-économiques, de paupérisation, d'esclavage moderne, de tourisme sexuel, d'immigration clandestine, de délits des gangs de rue, de génocide. Nous pouvons nous demander qui a le pouvoir d'imposer les critères favorisant l'accès ou non à un territoire, en fonction de la disponibilité des ressources et des intérêts socio-économiques et politiques. Y a-t-il des discours ordinaires qui ont intérêt à masquer, voire à nier, les rapports de pouvoir et de domination divisant le monde entre ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas? Nous sentons-nous interpellés par l'analyse des mécanismes cachés et des processus implicites qui fabriquent de l'altérité non intégrable,
non intégrés, perçus comme une menace à la cohésion sociale? Dans un tel contexte, ce collectif propose de croiser les regards interculturels de chercheurs et d'intervenants, d'universitaires et de praticiens du champ de l'interculturel notamment en psychologie, en sociologie, en éducation, en pédagogie, en didactique des différentes disciplines scolaires, en philosophie, en communication, en éthique, en anthropologie, en travail social et en ethnomusicologie. Les analyses interdisciplinaires ainsi que les comparaisons sont particulièrement éclairantes pour comprendre les phénomènes privilégiés dans le champ de la recherche interculturelle. Dans le cadre de ce collectif, nous convions les auteurs à proposer des réflexions critiques, des remises en question d'idées reçues et des perspectives pluridimensionnelles sur des stratégies d'intervention, des modèles de communication ou de pratiques éducatives et pédagogiques. Ces regards croisés nous incitent à questionner de nouvelles configurations spatiales, temporelles ou symboliques, à ouvrir la porte à l'exploration de nouvelles relations et à suggérer des frontières inédites. Ces regards croisés invitent à dessiner des passerelles inattendues telles que les limites entre le proche et le lointain, l'un et le particulier, l'ici et l'ailleurs, ou encore le semblable et le différent. Bien qu'ils génèrent des barrières difficiles à surmonter, ces regards permettent de rechercher des voies originales pour préserver, réinventer ou reconstruire patiemment des liens en plus de proposer certains repères pour développer notre compréhension relativement aux faces cachées de la recherche interculturelle. Les auteurs du premier chapitre, Tania Auguet et ses collaborateurs, proposent une recension de la recherche en éducation interculturelle qui permet de s'interroger sur la capacité à construire une identité capable d'être reconnue au-delà du cercle de ses adeptes. Les auteurs se sont intéressés aux pratiques, aux thématiques traitées et aux méthodes de collecte et d'analyse des données des chercheurs de ce domaine. L'opération semblait a priori aisée, car limitée à la recension de ce qui se fait, et non pas à l'évaluation des résultats et acquis de la recherche. Elle a cependant rapidement posé la question centrale développée dans cet article. Quelle est l'identité de la recherche en éducation interculturelle et où tracer ses limites? Le deuxième chapitre proposé par Nelly Carpentier et Jacques de Morgon nous renvoie à l'idée de l'impossible voie d'un parcours linéaire de la recherche interculturelle fondamentale, puisque l'interculturel se construira dans la diversité même de ses parcours. Les activités interculturelles liées aux immigrations, aux entreprises, aux créations esthétiques et médiatiques internationales sont visibles tandis que selon les auteurs, les recherches interculturelles, elles, sont peu visibles. Plus cachée encore est la recherche interculturelle fondamentale. Longtemps fascinée par l'opposition identité-altérité, elle oublie la notion d'intérité, stratégique et culturelle, la seule qui peut poser les 4 visages interculturels de l'humain. L'humain problématique qui invente culture et identité au cœur d'orientations opposées. L'humain processuel symbolisé par le métissage. L'humain sectoriel désorienté par la concurrence des orientations et des hiérarchies. Et enfin l'humain sociétal, tribal, royal, national et mondial. Chaque société singulière est le fruit de cette hypercomplexité d'un humain problématique, processuel, sectoriel et sociétal. Le troisième chapitre écrit par Aline Gohar-Radenković stipule que la recherche en interculturel s'est, depuis les années 1980, intéressée à la dynamique relationnelle entre les sociétés, les groupes et les individus, notamment en situation de déplacement. En effet, les migrations de groupes, les mobilités des individus ont orienté les recherches vers l'identification des nouvelles modalités de communication et de cohabitation entre des individus ou des groupes perçus comme différents. Un certain nombre de ces recherches part d'une conception volontariste et idéalisée de la compréhension de l'autre, occultant les faces cachées du rapport à l'autre, faite aussi de tensions générées par des politiques étatiques de gestion de la diversité. C'est en explorant les conceptions naïves de l'interculturel, ou de l'innocence de l'interculturel, que l'auteur interroge les conceptions de culture et d'interculturel, de diversité et de différence, face à la complexité de ces processus et de leur interprétation dans le champ de l'interculturel. Sur la base de travaux récents en recherche interculturelle dans le domaine de la santé, Betty Gogikian-Radcliffe, dans le 4e chapitre, analyse les perceptions et mécanismes sous-jacents aux problèmes rencontrés dans les phases de l'évaluation et du traitement de la maladie, en explicitant successivement les points de vue du patient et du clinicien. Par ailleurs,
le recours à un interprète est discuté, et les avantages et difficultés liés à son rôle sont abordés de manière critique. De plus, à partir d'une vignette clinique, l'auteur propose d'ouvrir la réflexion sur des pistes thérapeutiques qui visent à la fois à atténuer le fossé culturel et à faciliter la décentration du clinicien. Plutôt que de faire de la psychoéducation, il est proposé de travailler sur les étayages psychiques en accordant au cadre thérapeutique une fonction de contenant psychique, afin de favoriser la reprise des capacités de résilience du patient, indispensables à une intégration réussie dans le pays d'accueil. Dans le 5e chapitre, Emmanuel Jovelin rend compte de la situation de travailleurs sociaux confrontés dans leur pratique à des questions interculturelles dans l'accueil au quotidien des usagers. Cette interaction entre professionnels et usagers ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Ainsi, l'auteur, qui parle même de choc culturel, rappelle que le dialogue devient interculturel lorsque le professionnel s'efforce de comprendre l'univers culturel de ses interlocuteurs, non pas en devenant soi-même comme eux, mais en confrontant sa propre logique à celle des usagers. L'objet de cet article est de montrer les difficultés rencontrées par les professionnels dans l'accompagnement des personnes d'origine étrangère. Finalement, l'auteur explique que pour tous les professionnels, qu'ils soient d'origine étrangère ou française, l'interculturalité permettrait de décoder ce qui semble être inconnu. Après 2 années passées en territoire autochtone canadien à enseigner la musique à de jeunes Cris et Inuits, Gérald Côté, auteur du 6e chapitre, présente les défis rencontrés dans l'adaptation du programme de musique du ministère de l'Éducation du Québec de 1996 à la suite des changements sociaux survenus dans la réserve Cris de Chisasipi. À partir d'une perspective ethnomusicologique, il entreprend l'exploration d'une nouvelle approche d'enseignement et d'apprentissage de la musique aux élèves autochtones fréquentant une école secondaire. Pour ce faire, il s'interroge sur les notions de savoir et de transmission des savoirs. Les auteurs du 7e chapitre, Nadia Akawa et Jacques Gauthier, proposent de faire dialoguer le monde universitaire de l'écrit et le monde des cultures orales. Ils exposent les précautions à prendre si l'on veut éviter de reproduire la domination instituée de l'oralité par l'écrit, ou autrement dit, la domination de l'ex-colonisé par l'ex-colonisateur. L'un des enjeux de la recherche interculturelle est la participation des acteurs, souvent de milieux populaires et de culture orale, non seulement à la recherche comme producteurs d'informations, mais aussi comme partenaires dans l'élaboration des problématiques, la création de concepts et de la théorisation. À partir d'un exemple d'élaboration discursive dialogique, la sociopoétique, présentée comme modèle pour la théorisation interculturelle, soutient la perspective d'une université interculturelle. Dans le 8e chapitre, Khalifa Traoré s'interroge sur certaines vérités mathématiques considérées comme infaillibles et universelles. Cette posture influence les programmes et l'enseignement des mathématiques dans plusieurs pays. Pourtant, une autre vision des mathématiques, ancrée dans un contexte culturel, se développe avec notamment les travaux en ethnomathématiques. Les sociétés et les cultures sont si différentes que chacune a ses codes, ses normes, ses règles, ses méthodes et ses valeurs pour la classification, les comparaisons et leur organisation. C'est sur cette base que l'auteur propose différents exemples de problèmes dont les solutions diffèrent selon le contexte, ce qui pourrait expliquer certaines difficultés rencontrées par les élèves dans l'apprentissage des mathématiques. Puis, il analyse les informations recueillies par observation et par entretien d'explicitation avec les acteurs clés de certaines pratiques sociales, comme celle de la vente de mangue par des paysans non scolarisés. Enfin, l'explication des ressources mathématiques qui y sont mobilisées permet de saisir que ces ressources, efficaces pour ces pratiques sociales, sont bien loin de celles véhiculées par l'école. Le 9e chapitre, rédigé par Marie Spovin et Marie McAndrew, aborde la question de l'éducation à l'égalité et à l'antiracisme en milieu scolaire francophone à Montréal. Dans un premier temps, les auteurs présentent les liens entre l'éducation interculturelle, antiraciste et à la citoyenneté, puis la valeur ajoutée de l'approche antiraciste. Dans un second temps, elle propose les conclusions d'une cartographie qui montre la présence de l'approche antiraciste dans les politiques et les pratiques. En troisième lieu, les perceptions de 26 intervenants engagés en matière d'éducation interculturelle et antidiscriminatoire seront présentées. Dans le 10e chapitre,
Nicole Carignan rappelle que la culture de la société québécoise est issue de l'héritage pluriel transmis par les descendants européens qui ont imposé leur présence et leurs valeurs aux groupes autochtones qui y étaient déjà installés. Depuis 1977, la société québécoise, devenue société de convergence, accueille dans ses écoles les enfants issus de l'immigration. L'intégration des nouveaux arrivants est un défi important à relever dans le contexte où le Québec doit compter sur l'immigration pour se développer. Dans un tel contexte, cet article vise, d'une part, à clarifier les concepts de représentation sociale, de diversité ethnoculturelle et d'éducation interculturelle, et d'autre part, à comprendre des interactions entre les enseignants et les élèves pour un rapport à l'autre empreint d'empathie et de respect mutuel dans le milieu scolaire québécois. Dans le 11e chapitre, Paul Ercar aborde la question des débats au sujet des relations interculturelles qui se situent souvent dans une atmosphère de normativité culturelle où le questionnement au sujet de la place et du rôle de la race semble encore tabou. Bien que la race, et certes l'identité raciale, soit une construction sociologique en lien avec la whiteness, la blanchitude ou la négritude, le concept de race est abordé dans ce chapitre, non parce qu'un tel concept est soutenu par la science, mais plutôt parce que le phénomène du racisme existe bel et bien dans nos sociétés. Le racisme existe sur le plan individuel, mais aussi sur le plan systémique, institutionnel et culturel. L'histoire de l'humanité a été et est encore marquée par les relations raciales. Celles-ci sont donc profondément ancrées dans les relations interculturelles. Pourquoi sont-elles invisibles dans les discours de l'interculturel? Où se cachent-elles donc? Dans le 12e et dernier chapitre, José Marin s'interroge sur les valeurs proposées par les tenants de la globalisation, du néolibéralisme, de l'éducation et de la diversité culturelle. L'auteur décrit le processus de l'occidentalisation du monde depuis 1492, les paradoxes de la globalisation, l'idéologie néolibérale, l'industrialisation de la culture et les composantes de la diversité culturelle. Il nous rappelle que son article se limite à introduire une problématique vaste et complexe, pour laquelle il évoque plus de questions que de réponses. Partie 1. De quelques fondements en interculturel. Dada et Marotte de la recherche en éducation interculturelle. Tania Auguet, Valérie Hutter, Stéphanie Borua. Yulia Zarkova-Fatoré, Théogène Gakouba et Myriam Grémion. Résumé. Au sein de la recherche interculturelle, l'éducation représente un champ d'investigation particulièrement important, retenant l'attention de nombreux praticiens, décideurs et chercheurs. En effectuant un recensement de la recherche en éducation interculturelle réalisé en Suisse entre 1993 et 2006, les auteurs se sont intéressés aux pratiques des chercheurs de ce domaine. Quelles sont les thématiques traitées? Et avec quelle méthode de collecte et d'analyse des données? L'opération semblait a priori aisée, car limitée à la recension de ce qui se fait, et non pas à l'évaluation des résultats et acquis de la recherche, ce qui serait une toute autre histoire. Elle a cependant rapidement posé la question centrale développée dans cet article. Quelle est l'identité de la recherche en éducation interculturelle? Où tracer ses limites? Ce champ de recherche s'est en effet révélé comme étant traversé par une tension entre une conception limitée de son objet, réduit à la scolarisation des élèves migrants, et une conception large, aux contours si flous qu'elle en devient difficilement communicable. Une réflexion sur l'objet de la recherche en éducation interculturelle apparaît dès lors souhaitable, ainsi qu'une réflexion sur son projet, entre reconnaissance et utilité sociale, et liberté et créativité. Mots-clés. Éducation interculturelle, méthode de recherche, pratique de la recherche, limites, dialogue interculturel, interculturel en Suisse. Introduction. Dans la recherche interculturelle, l'éducation occupe indéniablement une place de choix, au point que pour beaucoup, l'interculturel et l'éducation interculturelle ne font souvent qu'un. En effet, l'éducation se trouve être cruciale à double titre pour la recherche interculturelle. L'éducation, et on l'entend souvent comme étant l'école seulement ou plus largement, le système éducatif représente un contexte particulièrement critique, un laboratoire de l'interculturalité dans lequel se jouent les relations généralement asymétriques entre groupes culturels, avec leur cortège de discrimination et d'inégalités.
Depuis les années 1970 et les importants mouvements de migration entre le sud et le nord de l'Europe, la question des élèves d'origine immigrée et de leur scolarisation a attiré l'attention de nombreux chercheurs tout comme des organisations internationales actives dans le domaine de l'éducation, en particulier le Conseil de l'Europe, Ray Batelan, 1995. Toutefois, l'éducation représente également un moyen privilégié, un outil dans lequel les sociétés fondent beaucoup d'espoir afin de promouvoir le dialogue interculturel. La recherche interculturelle contribue largement à cette pédagogie ou formation interculturelle, comme on peut le constater notamment par les nombreux auteurs réunis par De Morgon et Lipiansky, 1999. Si l'éducation est tellement importante pour la recherche interculturelle, sait-on pour autant ce que recouvre la recherche en éducation interculturelle ? Quelles sont les thématiques traitées, auprès de quelle population, avec quelle méthode de recherche ? C'est à ces questions, descriptives et apparemment simples, que nous avons voulu répondre lors d'une étude, Ogay, Grémion, Zarkova-Fatoré, Hutter, Gakuba et Gendre-Borua 2008, réalisée dans le cadre des activités du groupe de travail éducation interculturelle de la Société suisse de recherche en éducation. Partant du constat que le contact entre les chercheurs des différentes régions linguistiques de Suisse avait été perdu à la suite de la mise en veilleuse pendant quelques années de ce groupe de travail, nous nous sommes donné pour objectif de réaliser un panorama, aussi exhaustif que possible, de la recherche suisse en éducation interculturelle entre 1993 et 2006. Après plusieurs sollicitations de collègues, de longues recherches dans des bases de données et le dépouillement de nombreuses bibliographies, 132 références ont été recensées puis catégorisées et ont ensuite fait l'objet d'une analyse quantitative descriptive. En plus d'une analyse globale sur l'ensemble du corpus, 2 axes d'analyse ont été privilégiés. Une analyse sur l'axe temporel, comparant les recherches des années plus anciennes aux plus récentes, et une analyse sur l'axe de la diversité linguistique, comparant les recherches réalisées en Suisse alémanique, en Suisse romande, en Suisse italienne, ainsi que les recherches réalisées par des groupes de chercheurs de plusieurs régions linguistiques ou des institutions actives au niveau national, qui ont été catégorisées comme recherche nationale. Nous reprendrons ici quelques éléments de notre étude qui nous ont permis de réfléchir à certaines facettes de la recherche en éducation interculturelle, qui nous étaient jusqu'alors cachées, pour reprendre le titre de cet ouvrage. La définition de l'objet d'étude, source d'interrogation déconcertante. Recenser les recherches suisses dans le domaine de l'éducation interculturelle entre 1993 et 2006, semblait a priori une tâche clairement définie et assez aisée dans la mesure où, dès le début, nous avions limité notre ambition à recenser ce qui avait été fait, sans entrer dans une évaluation des résultats obtenus par les recherches recensées. Il est cependant apparu assez rapidement que seules les bornes temporelles pouvaient être définies sans trop de peine, l'année 1993 ayant été retenue à cause de 2 publications qui avaient déjà permis de recenser les recherches antérieures. Alemann-Gionda, 1994, Polia, Perret-Clermont, Gretler et Dazen, 1995. Les autres termes de notre objectif de recherche nous ont par contre donné passablement de fil à retordre. Ils nous ont amenés à poser un certain nombre de questions déconcertantes à propos d'un champ que nous avions pourtant l'impression de bien connaître, ayant notamment pris l'habitude de nous y référer pour définir notre identité professionnelle. Tâche peut-être contre nature pour des interculturalistes, il nous a tout d'abord fallu définir quelle recherche était suisse et quelle recherche ne l'était pas. En effet, établir un recensement implique un objectif d'exhaustivité. Celle-ci n'est réalisable que par une délimitation claire de l'univers de travail, permise notamment par le critère géographique. Après bien des discussions sur ce qu'il fallait entendre par Suisse, nous avons inclus dans notre recensement des recherches qui portent sur le contexte suisse, mais aussi des recherches réalisées dans d'autres pays par des chercheurs rattachés à ou financés par des institutions suisses. Dans cette nécessaire définition, et donc délimitation de l'objet d'étude, ainsi que des critères pour l'admission des références dans la base de données, nous avons dû encore nous interroger sur ce qu'était la recherche et sur ce qui n'en serait pas. En regardant les publications des chercheurs suisses en éducation interculturelle,
nous avons constaté que les écrits rendant compte de recherches empiriques ne représentent souvent qu'une petite partie de leurs publications. En effet, les chercheurs publient également de nombreux textes théoriques, présentant et discutant d'autres théories et recherches, des textes de vulgarisation, ainsi que des outils destinés aux praticiens de l'éducation. Il nous était cependant impossible de recenser toutes ces publications, de nature très différente et parfois difficilement localisables. En choisissant de ne retenir pour le recensement que les recherches empiriques, c'est-à-dire impliquant la collecte et l'analyse de données, concept qui, soit dit en passant, ne va pas non plus de soi, nous avons dû nous résoudre à donner une image tronquée de l'activité scientifique de certains collègues, dont l'apport est bien plus important que ne semblerait l'indiquer notre recensement. Restait encore à définir le cœur de notre objet, l'éducation interculturelle. Que comprendre sous ce syntagme ? Et question cruciale, quelle recherche n'en relève pas ? Pour être admise dans le recensement, nous avons considéré que les références devaient porter sur une problématique éducative dans son sens large, éducation formelle, mais aussi informelle, traditionnelle, familiale, formation d'adultes, formation professionnelle. Ces recherches devaient également avoir une dimension interculturelle, c'est-à-dire problématiser l'interaction entre les cultures, ou avoir une dimension de comparaison entre différentes cultures, selon les deux facettes de la recherche interculturelle définies par Dazen et Reshitsky, 1989, dans les actes du premier colloque de l'Association pour la recherche interculturelle. Un cas limite qui nous a plusieurs fois interrogés est celui de recherches portant sur des enfants ou des jeunes d'origine immigrée. Alors que notre premier mouvement était souvent de les intégrer, les personnes d'origine immigrée étant le public par excellence de l'interculturel, nous avons pourtant dû les exclure lorsque ces recherches ne traitaient pas explicitement de la question de l'éducation, ou de façon trop marginale. En effet, ce n'est pas parce que la population d'une recherche est en principe concernée par l'éducation que la recherche relève pour autant du domaine de l'éducation. Si l'on suivait ce raisonnement, toutes les recherches s'intéressant à des personnes seraient des recherches en éducation, étant donné qu'il est maintenant reconnu que l'éducation concerne tous les âges de la vie. En cherchant à circonscrire notre recensement aux recherches qui problématisent explicitement l'éducation, nous avons pu prendre la mesure de l'importance que prennent en éducation interculturelle les disciplines et thématiques que nous avons appelées contributives. La psycho- et sociolinguistique, la psychologie interculturelle, l'anthropologie, la sociologie des migrations, la didactique des langues pour ne citer que les principales. Les limites n'étaient pas toujours faciles à trouver, d'autant plus que certains chercheurs se réclament de l'éducation interculturelle, alors que leurs recherches ne la thématisent pas explicitement, et que d'autres chercheurs nous semblaient traiter d'éducation interculturelle, mais sans s'y référer explicitement. Que cherchent les chercheurs en éducation interculturelle ? Un premier résultat à relever est l'essor important de la recherche en éducation interculturelle en Suisse ces dernières années. Alors que Gretler, 1995, recensait 65 références entre 1976 et 1991, c'est-à-dire sur une période de 15 années, nous en avons recensé 2 fois plus pour une période de 14 années. Cette augmentation du nombre de recherches se voit également à l'intérieur de notre corpus, avec 28 références pour les 3 plus lointaines années, 1993 à 1996, et 41 références pour les 3 plus récentes, 2003 à 2006. Quant aux thématiques traitées, nous en avons relevé 14, voir la liste de ces catégories à l'annexe 1, comme on peut le voir dans le graphique suivant qui donne le hit-parade des thématiques, c'est-à-dire les fréquences des thématiques dans l'ordre décroissant de leur popularité. Les recherches pouvaient bien sûr être catégorisées dans plusieurs thématiques. Il est à remarquer que 44% des références ont été catégorisées à la thématique « Parcours scolaire des enfants migrants », la thématique prototypique de l'éducation interculturelle, suivie par la thématique très proche des systèmes éducatifs et diversité culturelle. Si on cumule ces deux catégories, ce sont 64% des références qui ont été catégorisées à l'une ou l'autre de ces thématiques, ou aux deux. La question de l'intégration scolaire des élèves migrants a fait ainsi figure de dada favori des chercheurs suisses en éducation interculturelle, illustrant ce qu'Aleman Gionda, 1999, qualifie de compréhension limitée de l'éducation interculturelle.
Ces deux thématiques occupent les deux premiers rangs pour les recherches germanophones comme pour les recherches francophones et nationales, les italophones donnant eux plus d'importance aux questions linguistiques. Ce sont cependant surtout les alémaniques qui privilégient ces deux thématiques, les romans en investissent également volontiers d'autres. On constate peu de changements au cours des années, si ce n'est la cote croissante de la thématique « représentation de attitude envers l'autre » qui se place au troisième rang dans la période la plus récente, 2002 à 2006. Le schéma est similaire pour ce qui est des populations auprès desquelles sont réalisées les recherches. Sans surprise étant donné les thématiques privilégiées, ce sont avant tout les populations scolaires qui sont étudiées, élèves du degré secondaire puis du degré préscolaire et primaire. L'intérêt pour ces derniers a cependant diminué dans les périodes récentes, alors que les étudiants de la formation par apprentissage et du tertiaire reçoivent de plus en plus d'attention des chercheurs. Comme pour les thématiques, on remarque que ce sont surtout les alémaniques qui privilégient les élèves de l'école obligatoire et s'intéressent peu aux autres populations. Comment les chercheurs cherchent-ils ? L'outil de collecte des données le plus fréquemment utilisé est l'entretien, 57% des recherches, suivi par le questionnaire, 45%, les documents, catégorie dans laquelle nous avons inclus les données de recensement statistique publiées, 36% avec en dernier lieu l'observation, 27%. La plupart des recherches n'utilisent qu'un seul outil, 62%. Les autres recherches combinent les outils dans des proportions similaires autour de 30% pour les questionnaires, les entretiens et les documents. L'observation n'est que rarement utilisée comme méthode unique, 5%. Sur l'axe temporel, on remarque que le recours aux entretiens ainsi qu'aux observations est devenu plus fréquent ces dernières années. Quant aux comparaisons entre régions linguistiques, il apparaît que les chercheurs francophones et germanophones utilisent dans une même proportion les entretiens, 37% des recherches francophones et 36% des recherches germanophones. Par contre, les germanophones utilisent tout aussi volontiers le questionnaire, 36% des recherches, ce qui n'est pas du tout le cas des francophones qui n'y ont recours que dans 20% des recherches, lui préférant l'observation, 22% des références francophones, contre 12% seulement pour les germanophones. Nous nous sommes également intéressés au type d'analyse utilisée dans les recherches référencées, en nous limitant à la distinction entre analyse qualitative et quantitative. Il apparaît que ces deux types d'analyse sont à égalité, et représentent chacune un tiers des recherches recensées. En outre, 26% des recherches adoptent une démarche mixte en combinant analyse quantitative et qualitative. Remarquons encore que nous n'avons pu identifier le type d'analyse appliqué pour 9% des références, ce qui nous interroge quant à la rigueur de certaines publications qui n'accordent pas toujours beaucoup d'importance aux questions méthodologiques. Pour ce qui est de l'axe temporel, on remarque une diminution des analyses quantitatives au bénéfice des démarches mixtes. On peut également relever que les recherches portant sur une population scolaire sont plus souvent quantitatives que qualitatives, avec un X2 significatif à P égale 0,54 pour le préscolaire et primaire, et à P égale 0,09 pour le secondaire I et 2. Les différences entre régions linguistiques sont ici particulièrement remarquables. Les francophones privilégient les analyses qualitatives au détriment des analyses quantitatives. 49% des recherches francophones sont qualitatives, 20% sont quantitatives et 31% sont mixtes. X2 significatif à P égale 0,02. Ainsi, 63% des recherches catégorisées dans le qualitatif sont francophones, alors qu'elles constituent, rappelons-le, 46% de l'échantillon. Quant aux germanophones, ils semblent avoir une préférence contraire, privilégiant le quantitatif au qualitatif. 45% des recherches germanophones sont quantitatives, 29% sont qualitatives et 26% sont mixtes, mais le résultat du X2 n'est pas significatif. Dans quel cadre et avec quelles contraintes les chercheurs réalisent-ils leurs recherches ? Le choix des thématiques de recherche ainsi que du type de démarche méthodologique peut en effet être plus ou moins contraignant selon le contexte institutionnel et le financement de la recherche. Nous avons ainsi catégorisé les recherches recensées selon leurs différents statuts, qui ne sont pas nécessairement exclusifs, information qui nous a malheureusement manqué pour 14% d'entre elles.
On remarque que les recherches de notre corpus sont majoritairement des recherches mandatées par une institution. Celles-ci représentent 42% de nos références, alors que les recherches financées par des fonds publics de soutien à la recherche scientifique ne représentent que 21% de l'échantillon. Viennent ensuite les thèses de doctorat avec 20%, les recherches indépendantes avec 6%, ainsi que les mémoires de licence et de diplômes d'études supérieures publiés qui représentent 2% des références recensées. Il peut être intéressant de remarquer que les recherches mandatées sont plus souvent quantitatives. X2 quasi significatif à P égale 0,6, et les thèses plus souvent qualitatives, X2 significatif à P égale 0,46. On peut dès lors se demander si les docteurs en éducation interculturelle sont bien préparés au type de recherche pour lesquelles les institutions mandatent des chercheurs. L'importance des recherches mandatées a cependant clairement diminué avec les années, passant par exemple de 34 recherches mandatées entre 1993 à 1999 à 21 entre 2000 à 2006, X2 significatif à P égale 0,10, alors que le nombre de recherches ayant obtenu un financement des fonds publics de soutien de la recherche a connu une progression importante, passant de 7 entre 1993 à 1999 à 21 entre 2000 à 2006, X2 significatif à P égale 0,05. Pour ce qui est de la comparaison entre les régions linguistiques, le test du X2 indique une relation significative, à P égale 0,00 entre l'appartenance linguistique des chercheurs et les recherches mandatées par une institution. En comparant le pourcentage assuré par les différents groupes linguistiques dans les recherches mandatées avec la part qu'ils représentent dans l'ensemble du corpus, on remarque, sans surprise il est vrai, que ce sont les recherches dites nationales qui bénéficient le plus des mandats institutionnels. 36% des recherches mandatées alors qu'elles représentent 19% du corpus. La part des francophones dans les recherches mandatées par une institution n'est que légèrement en dessous de leur représentation dans le corpus. 40% des recherches mandatées, pour 46% des références du corpus. Les germanophones sont quant à eux clairement sous-représentés dans les bénéficiaires de mandats. 22% des recherches mandatées pour 31% des références du corpus. Il en va autrement pour le financement des recherches par les fonds publics de soutien à la recherche scientifique. Les recherches germanophones sont surreprésentées parmi les bénéficiaires de ces fonds. Elles en constituent le 43% alors qu'elles ne représentent que le 31% du corpus. Les recherches francophones sont quant à elles sous-représentées. Elles représentent 36% des bénéficiaires alors qu'elles constituent 46% des références du corpus. Pour ce qui est des thèses qui représentent 23% des recherches, 62% sont francophones, 31% sont germanophones et 8% sont italophones. Si l'on compare ces taux avec la part que représentent ces groupes linguistiques dans le corpus à l'exclusion des références nationales, par définition aucune thèse ne pouvant être nationale, ils indiquent une légère surreprésentation des francophones ainsi qu'une légère sous-représentation des germanophones dans les thèses. Des faces cachées et des contours flous. Les analyses descriptives que nous avons pu mener sur le corpus de références recensées se dégage l'image suivante de la recherche empirique suisse en éducation interculturelle. Celle d'une nébuleuse aux contours flous, au centre de laquelle se trouve un noyau important, mais qui a néanmoins tendance à s'amenuiser avec le temps. Ce noyau de la recherche interculturelle est constitué de recherches axées sur l'école et les élèves d'origine immigrée. Les analyses quantitatives y sont privilégiées. La plupart des recherches germanophones se trouvent dans ce noyau. Il s'agit de la conception classique de l'éducation interculturelle, souvent soutenue par une démarche de recherche elle aussi classique, qui utilise volontiers le questionnaire et les analyses quantitatives. Lorsqu'on s'éloigne de ce noyau, il devient difficile de définir ce qu'est la recherche en éducation interculturelle. Quel est son objet? Jusqu'où s'étend-elle? Où placer les limites? On nous rétorquera probablement qu'il n'est pas nécessaire de définir des limites, que l'ouverture est une richesse et une valeur importante de l'interculturel. Cette objection nous a fréquemment été adressée par des collègues lors de la réalisation de notre étude. Certes, mais à part la question pratique qui se posait à nous pour réaliser le recensement d'un univers ouvert,
cette position sur les limites du champ de l'éducation interculturelle nous pose un problème plus fondamental. Comment alors construire et définir l'identité de l'éducation interculturelle ? Comme le formule si bien Lipiansky, 1992, l'identité est une notion paradoxale qui repose autant sur la similitude que sur la différence. D'une part, il s'agit du caractère de ce qui est identique, c'est-à-dire d'être ou d'objets parfaitement semblables tout en restant distincts. Dans ce cas, l'identité est donc le fait d'être semblable tout en restant distinct. D'autre part, elle est le caractère de ce qui est unique et donc qui se distingue et se différencie irréductiblement des autres. On peut poser l'hypothèse que l'identité ne se soutient que dans cette oscillation, et qu'il importe que le paradoxe ne soit pas résolu. Sinon, c'est la chute dans l'un des termes de la contradiction. L'unicité autistique ou l'indifférenciation uniformisante du fusionnel qui signe l'une et l'autre la perte de l'identité, page 78. Ainsi, il nous semble que si l'éducation interculturelle est tout, chacun et chacune y plaçant ses dadas et marottes, elle risque finalement de n'être plus rien, de ne pas être identifiable par les personnes qui n'ont pas la chance d'y être actives. Pourtant, comme d'autres collègues s'identifiant à l'éducation interculturelle, nous avons aussi souvent prôné plus d'ouverture par rapport à cette conception de l'éducation interculturelle limitée à la scolarisation des élèves d'origine immigrée que déplore Aleman Gionda, 1999. Mais nous nous retrouvons bien embarrassés pour expliquer de façon convaincante ce que recouvre concrètement l'éducation interculturelle dans sa conception large, comme par exemple pour l'une d'entre nous, au moment de présenter un programme de master imprudemment intitulé « Master en éducation interculturelle et comparée » à une assemblée d'étudiants en sciences de l'éducation. En effet, la difficulté pour la recherche en éducation interculturelle, ou pour les approches interculturelles de l'éducation selon la terminologie privilégiée notamment par Dazen et Pergaud, 2000, est qu'elle se situe au carrefour de deux champs eux-mêmes pluridisciplinaires. Tout comme on peut voir les sciences de l'éducation comme la réunion des différents regards disciplinaires par rapport à un objet, l'éducation, de même, les approches interculturelles sont un composite de perspectives disciplinaires sur un objet, les cultures et les interactions entre porteurs de culture. Quant aux approches interculturelles en sciences de l'éducation, elles représentent l'intersection entre ces deux ensembles, page 8. Une géométrie très variable du champ de l'éducation interculturelle. Ce qui rend les choses particulièrement compliquées, c'est que les deux concepts clés de l'éducation interculturelle, l'éducation et la culture, sont d'un usage équivoque, car coexistent des conceptions étroites tout comme des conceptions larges de chacun des deux termes. Ainsi, l'éducation est pour beaucoup synonyme d'école ou de système éducatif. Une illustration de ce fréquent amalgame entre « sciences de l'éducation salle de classe » que déplore Schurman, 1998, est donnée par la définition de la recherche en éducation qui figure sur le site internet du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, dont voici un extrait. La recherche en éducation investigue et explique la réalité de ce qui fait le domaine éducatif, à savoir par exemple les processus d'apprentissage, les méthodes d'enseignement, l'évaluation des élèves, les structures scolaires. Pour ce faire, elle a recours à diverses méthodes scientifiques. La recherche en éducation élabore des concepts et des modèles de développement du champ éducatif à partir d'objectifs définis pour la plupart au niveau politique. Parmi ces tâches figurent également celles de contribuer à la planification, au développement et au conseil en matière de problématiques éducatives et scolaires. CSRE 2008, page internet sans numéro de page. Aux antipodes d'une telle conception de l'éducation se trouve la position de Dazen, 2000-2004, qui considère l'éducation comme un synonyme de transmission culturelle. Faisant sienne la remarque de Brunner, 1996, pour qui la plus grande partie de ce que nous savons a été apprise en dehors de l'école, Dazen déplore l'hégémonie de l'éducation scolaire qui se pose souvent comme seul modèle par rapport auquel toutes les autres formes d'éducation doivent se définir, page 28. L'éducation n'est pas le seul fait de l'école telle qu'elle a été conçue dans les sociétés occidentales, et qui a ensuite été exportée notamment à la faveur des colonisations, Marin, 2000. La recherche en éducation se doit ainsi d'investiguer également d'autres formes de transmission culturelle, en particulier dans le cadre de la famille ou de la communauté,
On parlera alors notamment d'éducation informelle. Quant au second concept sur lequel se fonde l'éducation interculturelle, soit la culture, il fait l'objet de débats bien au-delà du champ de l'éducation interculturelle. Les définitions de la culture sont nombreuses, Baldwin 2005 en recense plus de 300 depuis la recension de Kruber et Kluckhohn 1952, et reflètent des conceptions qui peuvent être fort différentes, voire par exemple Kusch 1996, conception qui se retrouve bien sûr dans l'éducation interculturelle, Abdallah Pressey 1999. Ainsi, pour d'aucuns, la culture relève d'un fait objectif qui serait de l'ordre de l'évidence, elle peut être définie, décrite et même mesurée, reliant l'individu à sa culture d'appartenance que l'on associe généralement à un territoire national voire régional. En éducation interculturelle, l'autre par excellence est ainsi l'élève d'origine immigrée, dont la culture autre perturberait la carrière scolaire. D'autres chercheurs, comme Abdallah Pressey, 2004, ont quant à eux une conception dynamique de la culture, s'intéressant moins à ses contenus qu'au processus de sa formation et transformation par le biais des interactions entre des individus et des groupes sociaux. Ceux-ci ne sont plus nécessairement rattachés à des territoires, nationaux ou régionaux. On peut ainsi parler de culture également pour d'autres types de communautés d'individus, à l'échelle d'un quartier, mais aussi d'un groupe d'âge, d'une profession. Avec cette conception large de la culture, l'interculturel n'est ainsi plus seulement l'étude des contacts entre individus conçus comme venant de cultures différentes, mais un paradigme définissant un mode d'interrogation spécifique, Abdallah Pressey, 1999 page 51, de la réalité, faite de relations entre des individus qui trouvent dans les cultures de quoi s'identifier comme se différencier. Ou comme le formule Meunier 2007. L'interculturel est une manière d'analyser la diversité culturelle, mais à partir des processus et des dynamiques selon une logique relevant de la variation et de la complexité. C'est donc avant tout une démarche, une analyse, un regard et un mode d'interrogation sur les interactions culturelles, page 7. La combinaison de la conception étroite de l'éducation et de la culture conduit à la conception de l'éducation interculturelle comme étant le champ qui traite de la scolarisation des élèves migrants. Aisément identifiable, y compris par les politiques et autres éventuels financeurs de la recherche, cette conception de l'objet de la recherche en éducation interculturelle peut sembler limitée. Plusieurs décennies de travaux de recherche n'ont pourtant pas permis, et c'est peu dire, de remédier aux difficultés scolaires des élèves d'origine immigrée, comme en attestent par exemple les résultats de l'enquête internationale PISA-Schleicher 2006 ou une enquête internationale de l'OCDE sur l'équité des systèmes éducatifs Field, Kuzera et Pont 2007. Si elle est limitée, cette conception de l'éducation interculturelle n'en est pas pour autant négligeable ni dépassée. Quant à la combinaison des conceptions larges de l'éducation et de la culture, elle conduit à faire de l'éducation interculturelle un domaine aux contours pour le moins flous. L'éducation interculturelle ainsi conçue possède certes les charmes de l'ouverture, une valeur chère aux interculturalistes. Cependant, ce recensement de la recherche en éducation interculturelle nous a conduit à nous interroger sur sa capacité à se construire une identité qui lui permette d'être reconnue au-delà du cercle de ses adeptes. Nous ne nous aventurerons pas ici à trancher pour ou contre l'une ou l'autre de ces conceptions de l'éducation interculturelle. Cela ne nous semble d'ailleurs pas être la question. En effet, plutôt que de chercher à résoudre l'incohérence en supprimant l'un des deux termes en opposition, il faudrait plutôt, selon nous, que les acteurs de l'éducation interculturelle thématisent cette tension et cherchent à la transformer en moteur plutôt qu'en frein du développement de ce champ fertile et prometteur de l'activité scientifique. Conclusion. La réalisation d'un recensement de la recherche empirique suisse en éducation interculturelle nous a permis de considérer avec un peu de distance ce champ qui marque notre quotidien professionnel. L'analyse des 132 références que nous avons pu récolter a montré un champ de recherche riche et dynamique, en plein essor. L'identité de l'éducation interculturelle est cependant difficile à cerner, tiraillée entre une conception limitée à la scolarisation des élèves migrants et une conception si large de l'éducation et de la culture qu'elle pourrait tout contenir ou presque. En cherchant à décrire un domaine de recherche et ses produits, nous nous sommes retrouvés à réfléchir à des questions fondamentales de la recherche interculturelle,
mais appliquée ici à un domaine de recherche. Comment se construit l'identité du domaine de la recherche en éducation interculturelle, dans son rapport au même et aux différents, dans la construction et la perception de ses limites et frontières? Le constat que nous avons fait du contour flou du champ de l'éducation interculturelle nous interroge. Est-il souhaitable que l'éducation interculturelle définisse plus précisément son objet et son projet afin de clarifier son identité, ce qui lui amènerait probablement une meilleure reconnaissance académique et sociale? Doit-elle chercher à répondre aux besoins et attentes de la société, chercher à être utile ou au contraire s'affranchir, rester libre dans ses choix thématiques et méthodologiques? Ne risque-t-elle pas dès lors de devenir difficilement saisissable et de disparaître? Dans la recherche sur les processus d'acculturation des individus, Camilleri, 1990, aurait parlé de valorisation de la fonction pragmatique ou de la fonction ontologique. Un dernier élément qui ressort de nos analyses est encore à relever. Les différences que nous avons pu constater entre la recherche réalisée en Suisse romande et celle réalisée en Suisse alémanique, différences que nous avons analysées plus longuement ailleurs. Qu'il y ait des différences montre que la pratique de la recherche est une pratique sociale comme une autre, enracinée dans un certain contexte culturel avec ses normes et habitus. Néanmoins, ces différences nous interrogent quant à la pratique du dialogue interculturel entre chercheurs travaillant pourtant sur l'interculturel, révélant peut-être une autre face cachée de la recherche interculturelle. Prendre nos pratiques comme objet de recherche est certainement une piste à suivre pour améliorer notre compréhension de la construction de l'interculturalité. Question de réflexion. 1. Comment définissez-vous l'éducation interculturelle et ses thématiques? 2. Dans quelle mesure les observations que nous avons pu faire de la recherche en éducation interculturelle dans le contexte suisse pourraient-elles s'appliquer également à d'autres contextes nationaux? 3. À quoi la formation des futurs chercheurs en éducation interculturelle devrait-elle ressembler? Les formations actuelles sont-elles satisfaisantes? 4. Comment les chercheurs en éducation interculturelle doivent-ils se positionner face aux besoins et attentes de la société, et plus particulièrement du système éducatif? 5. Comment faire pour que la diversité linguistique ne soit pas une barrière aux échanges entre chercheurs, et un obstacle à la diversité culturelle? Annexe 1. Liste des catégories thématiques et leur définition. Parcours scolaire des enfants migrants. Cette catégorie comprend les thématiques liées aux différentes dimensions caractérisant la scolarisation des enfants migrants telles que leur vécu en tant qu'élèves ou migrants, les conditions pratiques d'intégration et de prise en charge de ces élèves, leurs résultats scolaires et les débouchés professionnels qui s'ensuivent ou pas, les influences de leur scolarité sur leur avenir. Mesures d'intégration. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent aux mesures mises en place pour l'intégration des apprenants allophones, classes d'accueil, classes de langue, soutien, ainsi qu'aux apprenants qui en bénéficient, et ce, à différents niveaux tels que les structures organisationnelles, les politiques scolaires éducatives et les acteurs qui interviennent, enseignants, directeurs d'établissements, familles, etc. ELCO. Cette catégorie comprend les thématiques liées au programme d'enseignement des langues et cultures d'origine. Ce système a été mis sur pied dans les écoles genevoises, 3 niveaux d'enseignement, dans les années 1990 par les consulats des 4 groupes linguistiques les plus représentés à Genève: albanais, italien, portugais et espagnol. Bilinguisme des apprenants. Cette catégorie comprend les thématiques de recherche liées au bilinguisme dans une perspective plutôt sociolinguistique et pédagogique, attitude, représentation de l'autre, éole, lien avec la culture, que neuro- et psycholinguistique, aspect cognitif et fonctionnel de l'acquisition des langues. Enseignement-apprentissage des langues. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent à l'enseignement ou à l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues dans leurs aspects plus spécifiquement sociolinguistiques, ouverture, attitude. Formation et intégration professionnelle des personnes migrantes. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent à la formation professionnelle post-obligatoire, apprentissage des migrants, possibilités, choix, réussite, facteurs influençants, débouchés et consécutivement à leur intégration dans le monde du travail. Mobilité-échange.
Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent aux expériences durant lesquelles des étudiants, classes ou enseignants font un séjour dans un autre contexte ou entrent en contact avec d'autres étudiants, classes ou enseignants, et à l'impact, l'intérêt de ce type de pratique. Pratique interculturelle des professionnels de l'éducation. Cette catégorie concerne les recherches qui portent sur ce que font les professionnels de l'éducation et les moyens qu'ils utilisent pour gérer la diversité culturelle dans les institutions éducatives. Formation interculturelle des professionnels. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent à la formation interculturelle des professionnels, c'est-à-dire ses enjeux, ses objectifs, son contenu, son évaluation ainsi que les attentes des professionnels envers cette formation. Éducation informelle et non formelle. Cette catégorie concerne les recherches qui investiguent d'autres formes de l'éducation que l'éducation formelle scolaire. Représentation de attitudes envers l'autre. Cette catégorie concerne les recherches qui investiguent les représentations et attitudes envers d'autres groupes sociaux, notamment les attitudes racistes et xénophobes. Relations entre acteurs de la formation. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent aux relations entre les différents acteurs impliqués dans la formation, autorités scolaires, enseignants, élèves, parents, formateurs, etc. Systèmes éducatifs et diversité culturelle. Cette catégorie concerne les recherches qui s'intéressent à la gestion et la prise en compte de la diversité culturelle par les systèmes éducatifs, ou à la dimension culturelle des systèmes eux-mêmes. Éducation spéciale, enseignement spécialisé et diversité culturelle. Cette catégorie concerne les recherches qui problématisent la diversité culturelle dans le contexte de l'éducation et de l'enseignement des enfants présentant des difficultés d'apprentissage ou un handicap empêchant la poursuite du cursus normal, handicap physique, sensoriel, mental. Note. 1. Le site de la base de données est téléaccessible à l'adresse suivante: http://www.unifr.ch/ipg/sitcr/siscolge/panorama-listref.pdf. Bibliographie. Abdallah Pressey, Monsieur 1999. L'éducation interculturelle, que sais-je? Numéro 3487. Paris, Presse universitaire de France. Abdallah Pressey, Monsieur 2004. Quelle anthropologie pour l'éducation et la formation? Pratique de formation analyse 47-48, 167 à 180. Aleman Gyonda Sedir. 1994. Multiculture and Bildung in Europa. Multiculture et éducation en Europe. Acte du Congrès Inter 93 Berne, Peter Lang. Aleman Gyonda C. 1999. L'éducation interculturelle et sa réalisation en Europe, un péché de jeunesse? INSEE Aleman Gyonda ed. Éducation et diversité socioculturelle, pp 119 à 146. Paris L'Harmattan. Baldwin J.R. 2005. Redefining Culture, Perspectives across the Discipline. Mawa N.J., Routledge. Brunner, J. 1996. L'éducation, entrée dans la culture, les problèmes de l'école à la lumière de la psychologie culturelle. Paris, Ray. Camilleri C. 1990. Identité et gestion de la disparité culturelle, essai d'une typologie. INSEE Camilleri J. Kasterstein E. M. Lipiansky, H. Malewska-Per, Itaboada Leonetti et A. Vasquez, ed. Stratégie identitaire pp 85 à 110. Paris, Presse universitaire de France. Kusch dès 1996. La notion de culture dans les sciences sociales. Paris, La Découverte. Lazen PR 2000. Approches interculturelles, acquis et controverses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.